à regarder après minuit. Salutations, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne et on y va sans plus tarder. Le 7 novembre 2007, vers 6 heures du matin, un homme, Adam Kaufman, appelle le 911 depuis son domicile à Aventura, un coin huppé en banlieue nord de Miami, en Floride. Ma femme est dans la salle de bain en train de mourir, elle est sur le sol en train de mourir, il y a du sang, des choses sortent de sa bouche, il y a de l'écume, elle est pâle, elle a l'air malade, elle a des marques sur le cou, je ne sais pas ce qui s'est passé. Voici ce que dit Adam pendant ses appels au service d'urgence. Il explique qu'il a retrouvé sa femme Eleonora, surnommée Lina, allongée sur le sol de leur salle de bain, inconsciente. Cette salle de bain est dans la chambre du couple et juste devant cette salle de bain, il y a une autre petite pièce pour les toilettes. Juste devant les toilettes, il y a un porte-revue en cuir. Adam dit qu'il a trouvé Lina la tête positionnée au-dessus du porte-revue, mais elle n'est pas sur les toilettes. Sa position suggère soit qu'elle s'est levée des toilettes, soit qu'elle allait s'y asseoir, ou bien qu'elle allait vomir dans les toilettes. Son visage est tourné vers la porte des toilettes, mais il est recouvert par ses cheveux. Adam l'appelle plusieurs fois, Lina, Lina, il court vers elle. Il s'accroche à elle, il s'agrippe à elle, et c'est à ce moment qu'il se rend compte qu'elle est froide au toucher. Il cherche un signe de vie de sa femme, il ne sent pas son pouls, il la supplie de se réveiller, mais Lina reste inconsciente, inerte. Adam essaie ensuite de la sortir des toilettes, il la soulève à l'aide de ses bras, il les place sous ses omoplates et sous les bras de Lina pour la tirer vers l'extérieur, c'est une petite pièce. Adam allonge sa femme sur le sol de la salle de bain, ensuite il court vers la chambre juste à côté pour contacter le 911. Une équipe de pompiers est envoyée sur les lieux, ils ont du mal à situer le domicile, mais ils finissent par y arriver dans les 16 minutes qui suivent l'appel. Les premiers intervenants sont accompagnés d'Adam, qui leur paraît très calme pendant un moment, et à un autre, il est incontrôlable, submergé par les émotions. Chaud, froid, ça peut paraître étrange, mais évidemment, on ne réagit pas tous de la même façon à ce genre d'événements traumatisants. Et pourtant, certains intervenants des équipes d'urgence pensent qu'Adam joue la comédie. Le frère jumeau d'Adam, Seth Kaufman, et sa femme Raquel arrivent rapidement sur les lieux après avoir été contactés par Adam pour s'occuper des deux enfants. Seth arrive au moment où les pompiers sont au-dessus du corps de Lina et qu'ils essaient de la réanimer. Et évidemment, pour Seth, voir sa belle-sœur comme ça, c'est un moment déchirant. Lina est transportée à l'hôpital d'Aventura où elle est déclarée morte dès son arrivée. Son mari est effondré sous le choc de cette annonce. Il n'a aucune idée de ce qui est arrivé sous son toit alors qu'il était présent. C'est Adam qui doit annoncer à Frida, la mère de Lina, que sa fille vient de mourir. Elle est partie, Lina est partie, dira Adam en larmes, il ne trouve pas d'autre mot. Frida, à son tour, elle est en état de choc, et comme d'autres mères dans cette situation, elle refuse de croire que sa fille ait pu partir, l'abandonner et la laisser seule ici sur Terre. La seule pensée que j'ai eue, dit Frida, c'est que ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Elle ne peut pas me laisser ici sans elle, elle ne peut pas me faire ça. Présents sur place, des agents de la police d'Aventura scrutent la maison du couple. L'un des agents remarque que le capot de la Mercedes d'Adam est encore chaud. Et pourtant, Adam leur a dit qu'il a dormi toute la nuit, et c'est à son réveil qu'il a retrouvé Lina dans la salle de bain. Ce qu'on comprend donc, c'est que ce moteur encore chaud, soit Adam a menti, soit Lina a utilisé cette voiture. Et il s'avère qu'en effet, il lui arrivait parfois de conduire la voiture de son mari. Deux intervenants des services d'urgence remarquent aussi que le lit du couple est défait d'un seul côté, comme si une seule personne avait dormi dans ce lit. Chelou, nous sommes d'accord. À l'hôpital, un médecin légiste adjoint du comté procède à l'autopsie, c'est le docteur Chester Gwynn. Il constate des blessures sur le haut du corps de Lina, des ecchymoses et des abrasions sur son menton, son cou, son épaule gauche et sa poitrine. Il remarque un éclatement de vaisseau sanguin dans les yeux. Tu combines ça aux blessures profondes à l'intérieur de sa gorge avec la présence d'hémorragie dans les muscles intérieurs du cou, ça suggère une strangulation. Le docteur Gwynn déclare que la cause et les circonstances du décès sont indéterminées. Il s'appuie sur le fait que lui-même a examiné la salle de bain sans trouver aucune trace de lutte. Mais il s'appuie surtout sur un élément très important. Il ne trouve rien de dysfonctionnel au niveau du cœur. Pendant l'autopsie, le cœur est dans un état normal, il n'y a aucun signe de crise cardiaque, et on demande donc à Adam, savez-vous d'où viennent ces marques autour du cou de votre femme? D'après Adam, étant donné la position dans laquelle il l'a retrouvée, ces marques, elles sont sûrement causées par le fait que Lina était allongée sur le porte-revue. Pendant les 18 mois qui vont suivre, l'affaire de cette mort mystérieuse dans les toilettes
On reste là. Des mois d'attente où les proches de Lina, mais aussi les enquêteurs, se demandent comment une femme si jeune et visiblement en bonne santé a pu mourir si subitement. Lina, le jour de sa mort, elle n'a que 34 ans. Elle sera enterrée en novembre 2017. Elle laisse derrière elle des proches confrontés à sa perte soudaine et tragique et surtout incompréhensible. Ils ont du mal à se représenter ce qui lui est arrivé. Pendant ces 18 mois où il ne se passe rien, Adam continue d'être en contact avec le bureau du médecin légiste du comté pour avoir des nouvelles concernant le dossier. On lui répond toujours la même chose. On attend les résultats des tests. Le bureau du légiste est tellement saoulé qu'il ne répond plus aux appels d'Adam, en tout cas jusqu'en 2009. Il va se passer quelque chose en 2009, mais avant, on va s'intéresser à notre victime. Qui est Lina Kaufman? Éléonore, dite Lina, née le 11 novembre 1974. Naissance 11 novembre, elle meurt le 7 novembre, soit quelques jours à peine avant son anniversaire. Lina a un frère et c'est leur mère Frida qui les élèvera seule. La famille est aisée financièrement et d'ailleurs ils vivent dans 5 pays différents avant que Lina s'installe en Floride. Lina, c'est une femme brillante, elle parle russe, danois, flamand, hébreu et un peu d'italien. Lina, elle est aussi généreuse, compréhensive, aimante et affectueuse auprès de sa famille et de ses amis. Dans les années 90, elle rencontre Adam à une soirée, il a 2 ans de plus qu'elle, et lui aussi vient d'une famille riche. Pendant 3 ans, le couple sort ensemble, et au début de l'année 2000, ils se marient. Ils ont rapidement des enfants, une fille, Hailey, et un garçon, Jake. Famille de rêve. En 2007, ça fait 7 ans que Lina partage sa vie avec Adam. Elle a un mari qui est en admiration devant elle et qui la décrit comme une femme belle, sophistiquée. Cette année-là, Hailey est âgée de 5 ans et Jake seulement 2 ans. À 34 ans, Adam est un promoteur immobilier prospère, il est basé dans le sud de la Floride. Lina a 32 ans, elle travaille dans l'entreprise familiale de meubles haut de gamme, une société qui a été créée dans les années 90. Avec sa mère Frida, Lina participe à des expositions pour mettre en avant leur entreprise. Elle est non seulement très créative, mais c'est aussi une excellente femme d'affaires qui comprend le marché. Ça lui permet de faire un travail remarquable pour l'entreprise familiale et ça lui permet aussi de soutenir son mari dans les affaires immobilières. La famille estime qu'elle a une grande influence sur la vie de son mari Adam. Avec leurs 2 enfants, le couple vit dans un quartier riche à Aventura, la banlieue chic de Miami. Ils vivent au coin de la rue du frère jumeau d'Adam, Seth, et de sa future femme, Raquel. À cette période, donc l'année 2007, Frida dit que sa fille est visiblement très heureuse, pour reprendre ses mots exacts. Lina, elle est apparemment très épanouie, autant dans son travail que sur le plan personnel. La dernière fois que Frida voit sa fille, c'est à une exposition pour mettre en avant l'entreprise familiale, et c'est exactement 6 jours avant sa mort. D'ailleurs, elle lui fait remarquer à quel point elle est belle et élégante dans la tenue qu'elle porte ce jour-là. Lina lui demande « Tu es fière de moi, maman ?» Et Frida répond « Bien sûr ». Et pendant cette soirée, cette exposition, elles vont parler du mariage de Seth et Raquel qui arrive à grands pas. Lina est impatiente d'y être, c'est elle la demoiselle d'honneur. Par contre, il y a des embrouilles, alors tu connais les embrouilles autour des mariages, c'est international, je pense. Adam est le témoin de Seth, c'est normal, c'est son frère jumeau. Par contre, Raquel veut qu'il vienne jusqu'à l'hôtel, non pas avec Lina, mais avec une autre des demoiselles d'honneur. Et Lina, ça ne lui plaît pas. Elle dit à Adam qu'elle ne veut plus y aller à ce mariage. Lina et Adam ne vont pas pour autant se disputer à ce sujet, juste ils en discutent ensemble. Le soir du 6 novembre, après avoir terminé sa journée de travail, Lina prévoit pour la première fois de se faire un bronzage par pulvérisation. C'est un peu comme les UV, sauf que c'est dans une genre de cabine sous forme de spray, une genre de douche bronzante. Le mariage arrive bientôt et Lina, finalement, elle va s'y rendre, malgré le fait qu'elle ait été mise sur le banc de touche, et donc elle veut se faire belle. Pendant ce temps, Adam est à la maison avec les 2 enfants. Sur le chemin du retour, Lina rend visite à une amie pour lui montrer son nouveau bronzage. Ensemble, elles vont boire du vin, manger un morceau. Lina rentre ensuite chez elle, elle arrive à la maison dans les environs de 23 heures. Adam, lui, il est déjà au lit, il regarde la télévision dans la chambre. Lina rentre dans la pièce, elle se déshabille, elle met son pyjama, et Adam comprend tout de suite d'où revient sa femme parce qu'elle est très bronzée, et même un peu trop pour reprendre les mots d'Adam. Lina rejoint son mari au lit et le couple s'endort. Vers 5 heures du matin, Adam se réveille. Lina n'est pas à ses côtés, et il se dit qu'elle est sûrement allée voir Jake, leur petit garçon. Il se rendort et il se réveille 1 heure plus tard, donc vers 6 heures. Lina n'est pas revenue dans leur lit, et c'est là qu'Adam se dit qu'il y a un truc qui va pas. Il a comme une boule à l'estomac. Il appelle Lina, pas de réponse, il se lève, il va dans la salle de bain, et c'est là qu'il retrouve sa femme affalée sur le porte-magazine. Paniqué, Adam la sort des toilettes et il appelle le 911.
Sous les instructions de l'opérateur au téléphone, il commence à faire à Lina un massage cardiaque pour la réanimer, et c'est en faisant les compressions sur sa poitrine qu'il se rend compte de la présence des ecchymoses sur le corps de sa femme. Les secours arrivent et continuent les tentatives de réanimation. D'après ses propres mots, Adam voit ses intervenants comme frénétiques. Ils mettent quelque chose sur son visage, sur le visage de Lina, ils mettent quelque chose dans sa bouche, ils me demandent si Lina a des problèmes médicaux, et Adam leur répond que non, Lina est en très bonne santé. Une fois Lina transportée à l'hôpital d'Aventura où son décès sera prononcé, la police se présente. Ils cherchent à en savoir plus sur les circonstances qui ont amené une femme de 34 ans en pleine forme à mourir si subitement. On se questionne sur le comportement d'Adam à l'hôpital, on le trouve suspicieux, on estime qu'il ne réagit pas normalement à la mort de sa femme. Et les 18 mois d'enquête qui vont suivre vont se concentrer sur la détermination avec précision de la cause définitive de la mort de Lina. Les enquêteurs se rendent compte très vite que le couple vivait l'histoire d'amour dont tout le monde rêve. Adam et Lina sont restés fidèles l'un à l'autre, ils s'aiment, ils ont de l'argent, rien ne porte à croire que le couple allait mal. Tout ce que les enquêteurs ont à se mettre sous la dent, entre guillemets, c'est cette histoire de témoins, demoiselles d'honneur, concernant le mariage de Seth et de Rachel. Donc a priori, rien qui justifierait un meurtre, simplement une petite embrouille de mariage, comme ça peut arriver très souvent. On poursuit les examens médicaux, l'autopsie. Des tests sur le corps de Lina doivent être faits, mais aucun retour ni confirmation que ces tests ont été faits ne vont parvenir à la famille. Pendant 18 mois, l'affaire reste comme en suspens. Mais au bout de ces longs mois d'attente, de nouveaux éléments vont orienter l'affaire vers une tournure que ni Adam ni la famille de Lina n'auraient pu imaginer. En mai 2009, le dossier d'autopsie mené par le docteur Gwyn est examiné par le docteur Bruce Hima. Il ne procède pas à une deuxième autopsie et d'ailleurs il ne sera même pas en contact avec le premier médecin légiste. Son travail à lui, c'est d'examiner les trouvailles du docteur Gwyn et il va le faire pendant 18 mois. Il conclut à une mort par asphyxie mécanique. Lina a été étranglée. Quelqu'un a bloqué ses voies respiratoires. L'autopsie est formelle. Le docteur Hima ne constate aucun signe d'une insuffisance cardiaque congestive ou d'un autre problème au cœur. Pour être plus précis, il aurait fallu que je sois présent au moment des faits, dit le docteur Hima, mais je n'y étais pas. La seule chose dont je peux témoigner, c'est qu'une force mécanique a été utilisée. Il s'agit d'un homicide. Le mois suivant les trouvailles du docteur Hima, une équipe du SWAT se rend au domicile de la famille Kaufman avec des fusils à pointeur laser. Ils plaquent Adam au sol et le mettent en état d'arrestation. Il est accusé de meurtre au 2e degré. Enfin, on a quelque chose qui se passe dans cette affaire. Et le problème, c'est que le procureur à ce moment-là ne dispose d'aucune preuve de conflit conjugal ou de mobile. Et même pire, il a tout le contraire. L'enquête va procurer des témoignages des proches du couple, et ces témoins disent tous que Lina et Adam avaient une vie de couple épanouie. Cette arrestation va faire des vagues dans tout le voisinage de ce quartier huppé. On voit Adam comme un tueur. Des voisins et des amis de longue date lui tournent le dos. On le croit capable de commettre un meurtre. Et il n'y a pas qu'Adam qui est visé par les mauvais regards dans le quartier. Sa mère vit la même chose. On l'ignore, on fait demi-tour dans la rue quand on la croise, on chuchote après son passage, etc. Pour elle, son fils est innocent et c'est pas les ragots qui vont changer la conviction qu'elle a. Son fils est incapable de commettre un crime pareil. Seth est aussi très affecté par l'arrestation de son frère jumeau, dont il est très proche. On ressent la douleur l'un de l'autre. C'est dire à quel point on est proche, dit-il. Lina était l'âme sœur d'Adam, la possibilité d'un meurtre commis par l'un envers l'autre ne va pas du tout avec le couple que je connais. Je connais mon frère mieux que quiconque dans ce monde et je sais qu'il n'est pas capable d'une telle chose. Il ne peut tout simplement pas faire ça. Fin de citation de Seth, frère jumeau. 2 mois après l'arrestation d'Adam Kaufman, une audience a lieu pour déterminer s'il bénéficiera d'une libération sous caution et si c'est le cas, à combien sera estimée cette caution. Pendant cette audience, les avocats d'Adam vont présenter leur version des faits quant au décès de Lina. Et écoute bien, si c'était pas une affaire de meurtre, on en rigolerait presque. Lina avait des antécédents d'évanouissement. Plusieurs incidents inexpliqués survenus après le mariage ont interpellé Adam, mais après le décès de sa femme. Genre, il a eu comme une épiphanie. Elle est morte, évanouissement à répétition, mais est-ce que c'est vraiment la cause de sa mort? Cette ligne de défense est assez surprenante. Quand les urgentistes sont sur place, Adam à aucun moment il dit c'est vrai que ma femme elle perd connaissance un peu souvent par rapport à la moyenne des gens normaux. Et il ne le dit pas non plus pendant les 18 mois d'enquête. Et le jour du drame, il va même dire non, elle est en bonne santé, rien à signaler. Mais là, soudainement, après sa mort, il fait le rapprochement avec les évanouissements.
Par exemple, il se souvient qu'un jour, lui et Lina sont au comptoir d'un bar, tout d'un coup, elle s'effondre en pleine discussion. Adam la rattrape à temps et au bout de quelques secondes, Lina reprend ses esprits. Autre incident, après la naissance de leur fille. Lina est à la maison avec leur petite, tout d'un coup, elle s'effondre. Et quand elle revient à elle appelle Adam, elle lui explique qu'elle s'est évanouie et qu'elle n'arrive pas à se relever. Adam se dépêche de rentrer et quand il arrive, Lina est debout, elle a l'air d'aller très bien, comme si rien ne s'était passé. Ça va évidemment l'inquiéter, mais Lina, elle ne va pas chercher à consulter un médecin. Le soir du drame, quand Lina va au salon de bronzage, la défense nous explique qu'il se pourrait qu'elle ait fait une mauvaise réaction, une réaction allergique au spray bronzant. Pendant la nuit, elle se serait effondrée, son cou serait tombé sur le porte-magazine. Alors je savais pas qu'un porte-magazine, ça pouvait serrer la gorge d'un être humain, mais bref. Je précise que la défense s'appuie sur l'absence de preuves circonstancielles. Pour expliquer le décès de Lina, on n'a rien, pas de preuves matérielles, pas de preuves circonstancielles non plus. Et bien sûr, la défense ne prend pas en compte les résultats d'examen du docteur Iman, celui qui a dit c'est un homicide par force mécanique. Dès le lendemain de cette audience préliminaire, qui pour moi est presque à mourir de rire, on peut lire dans les titres des journaux le spray bronzant tueur. Cette défense ridicule fait la une des journaux à l'échelle nationale. Il n'y a pas que moi qui rigole, la procureure chargée du dossier, Kathleen Hogue, elle a rigolé plus fort que moi. Et pour elle, c'est une blague. Par contre, ce qui est tout de suite moins drôle, c'est le fait qu'Adam est libéré sous caution. Pour la modique somme de 500 000 $, il est assigné à résidence avec bracelet électronique. Il rentre donc chez lui et prépare son procès à venir. Après 3 années d'attente, le procès tant attendu commence. Dans la presse, on surnomme ce procès le Spraytan Murder Case, l'affaire de meurtre au spray bronzant. Adam est entouré d'une équipe d'avocats très réputée et payée très généreusement par la famille Kaufman. La Dream Team qui le représente est constituée des avocats les plus coriaces de Miami. Bill Mathuman, un ancien policier, et Al Milian, qui a été procureur pendant 12 ans. Excuse-moi, mais avec autant d'argent et avec des profils Zahma, la crème de la crème des avocats, ils n'ont pas trouvé mieux comme défense que c'est l'autobronzant le coupable. Le procès d'Adam Kaufman s'ouvre donc le 7 mai 2012 à Miami, et il va surtout être question de déterminer comment Lina est morte, naturellement ou des mains de son mari. Ça signifie donc que les témoignages médico-légaux vont être d'une importance capitale. Aussi bien la défense que l'accusation vont amener à la barre des professionnels spécialisés dans le domaine pour leur argument. D'un côté, on a le dossier de l'accusation, avec les procureurs qui soutiennent qu'Adam a bel et bien étranglé sa femme jusqu'à ce que mort s'en suive, et de l'autre côté, la défense d'Adam doit prouver que Lina est morte de cause naturelle, et plus précisément d'une crise cardiaque causée par une grave infection provoquée par une substance autobronzante qui a été pulvérisée sur elle quelques heures avant sa mort. Avant d'entrer dans les détails des analyses médico-légales, il faut que je te donne quelques éléments qui vont être d'une grande importance dans ce procès. La première chose à savoir, c'est que Lina a bien des antécédents d'évanouissement. On a déjà parlé des souvenirs d'Adam par rapport à ça, et à la surprise générale, Frida, sa mère, va aussi témoigner au procès en défense de son gendre, Adam. Elle confirme que sa fille se plaignait de maux de tête dans les semaines précédant sa mort, qu'elle se sentait faible physiquement et qu'elle s'était même initiée au yoga pour soulager ses douleurs à la tête. Elle a elle-même vu Lina s'évanouir entre 10 à 12 fois sur une durée de plusieurs années sans que ces incidents soient considérés sérieusement par Lina. D'ailleurs, Lina avait aussi souffert d'évanouissement quand elle était enfant. Sa mère lui avait fait consulter un médecin qui n'avait rien trouvé. Mais puisque les amis de Lina ne corroborent pas ses antécédents d'évanouissement, la procureure ne veut pas y croire. Deuxième point important, les urgentistes. Le matin du drame, les intervenants des services de secours affirment qu'Adam avait dit avoir trouvé sa femme affalée sur les toilettes comme si elle vomissait et pas sur le porte-magazine comme il le dira plus tard aux enquêteurs. Quand un médecin va poser des questions à Adam à ce propos, il change de version et il explique que Lina était en fait allongée sur le porte-magazine. Troisième élément, alors non, il n'y a rien qui laisse à penser qu'Adam avait une liaison, ni lui ni sa femme Lina d'ailleurs. Rien ne démontre non plus que le couple avait de sérieux problèmes. C'était un couple qui s'aimait, ils étaient fidèles l'un envers l'autre et ils n'avaient pas de problème d'argent. Après, on ne sait jamais vraiment ce qui se passe derrière des portes fermées. On ne peut pas non plus totalement exclure la possibilité qu'après un conflit au sein du couple, Adam en soit arrivé aux mains, comme le prouveraient les ecchymoses qu'on retrouve sur le corps de Lina pendant l'autopsie. Pour la procureure Kathleen Hogue, le matin du 7 novembre, le couple se dispute. La procureure s'appuie sur les photos prises par les officiers dans la maison. Elle met en évidence un bol de céréales et une banane à moitié mangée retrouvée sur le comptoir de la cuisine. Lina était d'une propreté
compulsive. Elle n'aurait pas laissé ça traîner. Et perso, étant moi-même une maniaque du ménage, je te confirme qu'un bol de céréales, ça paraît rien. Mais si personne est en train de manger dans ce bol, il n'est pas à sa place est dans le lavabo ou soit lavé, rangé dans le placard. D'après la procureure, le jour du drame, le couple se dispute dans la cuisine. Ensuite, ils vont à l'étage pour continuer le disputage. La procureure dit: il se peut qu'elle soit allée sous la douche en disant à son mari: va te faire voir, je veux plus t'écouter, je veux pas te parler. Il s'est emporté, l'a attrapé, et c'est pas difficile pour quelqu'un d'aussi grand et d'aussi fort que lui d'étrangler quelqu'un. Fin de la citation de la procureure. Dans une interview qu'il donnera plus tard, Adam expliquera qu'il y avait bien des disputes au sein du couple, mais rien de très grave. Il confirme que Lina était très contrariée par rapport aux embrouilles du mariage de son frère jumeau, et quand il a essayé de lui en parler, les choses se sont envenimées, mais, et je cite Adam, je n'ai jamais levé la main sur elle de toute notre relation, il ne s'est rien passé, regardez les preuves. Quatrième point important du procès, et là, écoute bien, je pense que c'est la partie qui risque de t'intéresser le plus. On découvre pendant l'enquête qu'Adam a des relations sexuelles avec une autre femme quelques semaines seulement après la mort de Lina. L'accusation met donc en avant les problèmes conjugaux qui, soi-disant, n'étaient pas très graves d'après monsieur, et voici ce que dit la procureure au sujet de cette nouvelle relation amoureuse. Il invite cette fille à sortir alors qu'il porte au doigt l'alliance de sa femme décédée un mois plus tôt. En janvier-février, ils ont des relations sexuelles régulières, il n'était pas vraiment dévasté par le décès de sa femme. Fin de citation. En quelques semaines, le mec s'est déjà trouvé une nouvelle meuf. Je sais qu'on va pas tous être d'accord sur ce qu'on pense de la rapidité avec laquelle Adam tourne la page, donc je te laisse mettre un commentaire pour laisser ton avis, j'ai hâte de vous lire. Pour répondre à cette accusation de « il a tourné la page trop vite », plusieurs témoins vont soutenir Adam et expliquer qu'avec Lina, ils étaient heureux. Adam dira lui-même pendant une interview après le procès que les faits ont été déformés et ça a été difficile à entendre pour lui. C'est son frère Seth et sa compagne Raquel qui l'ont poussé à sortir de chez lui. Après la mort de Lina, Adam s'enferme, il sort à peine et donc il le pousse à sortir, à prendre un peu l'air. Et c'est pendant une fête de fin d'études qu'Adam rencontre une jeune femme. Au départ, c'est amical et quelques temps après, il démarre une relation. On finit sur quelques autres éléments cités au procès et qui ont eux aussi leur importance. Quelques mois avant sa mort, Lina se fait refaire la poitrine. Le chirurgien plasticien qui l'opère témoigne pour l'accusation. Il dit qu'elle était en bonne santé quand il l'a examinée. Et concernant l'enquête cette fois, il faut savoir que l'affaire est confiée à un agent qui, pour la première fois, est chargé d'enquêter sur un homicide. Les avocats d'Adam pensent qu'une fois que les agents de police ont envisagé que Lina ait peut-être été tuée par son mari, ils se sont concentrés uniquement sur cette théorie sans considérer aucune autre possibilité, comme le fait que Lina ait pu mourir à cause d'un problème de santé non diagnostiqué. Les morts inexpliquées ou soudaines, ça arrive. Alors c'est très rare, mais ça arrive. En plus de tous ces éléments, on n'a pas de mobile. Si Adam a tué sa femme, pourquoi ? Et cette question du mobile qui reste sans réponse va être déterminante pour le procès. Un des avocats d'Adam, Bill Matthewman, va avancer une autre théorie concernant la mort de Lina dans son discours d'ouverture. Alors qu'elle était assise sur les toilettes, elle aurait eu une crise cardiaque. Elle est tombée en avant, son genou a heurté la barre du porte-magazine. Il est possible que cette crise cardiaque ait été provoquée par une réaction à la séance d'autobronzant qu'elle a fait plus tôt dans la journée, ou plutôt la veille au soir. Pour expliquer les échymoses sur le cou de Lina, la défense explique qu'en s'effondrant, la chute et le choc de l'impact sur son cou ont pu causer ces marques. Les muscles intérieurs du cou auraient été endommagés par la violence de cette chute sur le porte-magazine. Ces marques seraient aussi incompatibles avec celles que feraient des doigts ou des ongles. Et on rappelle aussi que les ambulanciers ont fait beaucoup d'efforts pour la réanimer. En tout, 3 tentatives sans succès, et notamment des intubations pour libérer les voies aériennes et permettre de respirer. Ça aurait pu causer des lésions au niveau du cou, à l'intérieur de la gorge. Adam lui-même a pu causer certaines blessures quand il a essayé de la réanimer avant l'arrivée des secours. Un de ses avocats déclare que les preuves de l'État ne peuvent même pas prouver qu'un homicide a eu lieu, et encore moins qu'Adam Kaufman l'a commis. Cette affaire est une tragédie d'erreur, un homme innocent a été accusé d'un crime inexistant. De l'autre côté, dans le discours d'ouverture de l'accusation, un des procureurs, Joe Mansfield, déclare au juré que Lina était une femme saine et active, sans doute au meilleur de sa forme. Sa vie a pris fin à cause des actions de cet homme, son mari. Pour ce qui est des preuves médico-légales, voici ce qu'il faut savoir. Le docteur Ima, le deuxième médecin légiste, qui n'a pas fait d'autopsie mais qui a analysé les résultats d'autopsie pendant 18 mois, détermine que la mort de Lina est par la strangulation. Il est appelé à la barre pour témoigner,
Et face au procureur Mansfield, il maintient sa position. La cause de la mort est l'asphyxie mécanique, et donc un homicide. Bien sûr, il s'appuie sur les blessures retrouvées sur le corps de Lina, et en contrepartie, la défense appelle à la barre le docteur John Maraccini, un expert en pathologie. Il vient affirmer qu'un homicide n'a pas eu lieu, et il s'appuie lui aussi sur les mêmes résultats d'autopsie. Il pense que Lina est morte d'une insuffisance cardiaque non diagnostiquée, et pour le prouver, il apporte des diapositives de son cœur. Il les montre à la cour, il compare un muscle cardiaque normal à celui de Lina où une maladie aurait transformé le tissu du muscle cardiaque. Sa conclusion, Lina souffrait d'une myocardite, une inflammation du cœur, et ça a développé un rythme cardiaque irrégulier. Et c'est ça qui a conduit la jeune femme à s'effondrer. Le docteur Michael Baden, un ancien médecin légiste de New York, va en venir à la même conclusion. Lina est morte d'une myocardite aiguë et chronique, une inflammation qui est apparue de façon naturelle et qui était préexistante à son décès. Et c'est ce qui a conduit à une dysrythmie cardiaque aiguë. Alors comme tu peux l'imaginer, ces éléments seront bouleversants pour le procès. Certes, Lina n'avait aucun antécédent de maladie cardiaque, mais ses conclusions seraient en accord avec les témoignages de son mari et de sa mère. Et on finit avec deux incidents qui vont avoir lieu pendant le procès. Pendant les plaidoiries finales, les procureurs vont mettre en doute les déclarations de Frida, la mère de Lina. Ils expliquent que le mari de Frida vit en Italie et que son fils vit au Danemark, elle n'a que ses petits-enfants, sa joie de vivre. Si elle s'oppose à Adam pendant le procès, elle n'aura plus rien. Il ne la laisserait plus voir les petits-enfants. Donc son témoignage sur les évanouissements répétés, c'est peut-être faux, non seulement pour qu'elle puisse continuer à voir ses petits-enfants, mais aussi parce que peut-être qu'elle n'aurait pas eu la conscience tranquille de laisser le père de ses petits-enfants aller en prison, sachant qu'ils ont déjà perdu leur mère. Frida a élevé ses enfants seule et c'était déjà difficile pour eux, pour Lina et son frère, donc elle ne veut pas priver ses petits-enfants de leurs deux parents. Ou en tout cas, c'est une théorie avancée par l'accusation. Théorie à laquelle Frida ne peut pas s'empêcher de réagir. Elle hurle dans la salle d'audience: vous m'accusez de mentir, et le juge lui ordonne de quitter la salle d'audience. Frida représente un élément clé de la défense, elle soutient le présumé meurtrier de sa fille en apportant des éléments du passé de Lina qui corroborent avec des antécédents de troubles cardiaques, les évanouissements. Et l'autre incident concerne l'officier de police, la détective Anna Howell. Anna est un agent de la police d'Aventura qui, pendant l'affaire de cette chute mortelle dans les toilettes, est chargé de collecter les preuves et prendre des photos de la scène de crime. Elle passe à la barre plusieurs fois pour un total d'environ 4 heures et elle va détailler pendant presque 2 heures les preuves qu'elle a collectées, les photos prises, etc. Au départ, la défense veut éclaircir la raison pour laquelle elle n'a pas conservé les magazines dans le porte-magazine. On lui demande si elle a au moins prélevé des échantillons avant de jeter ces magazines. Elle répond que non, parce qu'il n'y avait pas de sang dessus. Il y avait des taches rouges, brunes, mais elle n'a pas fait de prélèvement. Pourtant, vous n'êtes pas médecin légiste ou spécialiste, vous n'êtes pas habilité à déterminer la nature de ces taches, lui dit l'avocat. En gros, la défense veut montrer au jury que la police a mal fait son travail et aurait dû collecter certaines preuves cruciales, et ça n'a pas été fait. Ensuite, l'avocat va lui poser une série de questions à la policière, et ça va la dérouter. Est-ce que vous êtes proche du détective Antonio Angula? Oui, répond-elle, c'est un collègue. Vous socialisez avec lui? Oui. Vous êtes allés ensemble au centre commercial un jour où vous n'étiez pas en fonction? Non, monsieur. Avez-vous une relation sexuelle avec le détective Antonio Angula? Non. Mais en réellement, et l'avocat le sait donc il insiste, il est question de ma vie ici, dit Anna. Je suis mariée, j'ai 3 enfants. Ok, mais répondez à la question, demande l'avocat. Vous êtes sous serment? Oui, j'ai eu une relation extra-conjugale avec le sergent Antonio, mon mari est au courant, c'est derrière nous cette histoire. Anna est excusée de la salle d'audience, elle la quitte en trombe, elle défonce presque la porte tellement elle est vénère. Le sergent Antonio Anguglio, avec qui Anna a une relation extra-conjugale, est le détective en chef sur l'affaire de la mort de Lina. Donc pour la défense, ce témoignage d'Anna va leur permettre de bien appuyer leur argument selon lequel la police a non seulement mal fait son taf, on n'a pas prélevé certains échantillons importants, mais en plus, la police ment sous serment. Donc Anna, au départ, quand on lui demande si elle a bien eu une relation avec Antonio, elle dit non. Le 5 juin 2012, après un mois de procès, le jury délibère pendant environ 8 heures, et il rend son verdict. Nous, le jury du comté de Miami-Dade en Floride, déclarons ce qui suit. L'accusé n'est pas coupable, nous sommes tous d'accord. Adam est acquitté du meurtre de Lina. Les éléments de la défense ont joué en faveur du verdict de non-culpabilité, sous-entendant que Lina est morte d'une myocardite non diagnostiquée.
L'émission 48 heures suit le procès de très près et ils vont même interviewer certaines des personnes concernées et apporter des détails complémentaires à la compréhension de l'affaire, comme par exemple une interview avec un expert, le docteur Gregory Davis, qui n'a pas travaillé ni pour l'accusation ni pour la défense. Le docteur Davis est un médecin légiste du comté de Kentucky et il affirme, lui aussi, avec certitude, que Lina est morte d'une myocardite qui a provoqué une dysrythmie cardiaque aiguë. Il pointe du doigt des cellules cardiaques de couleur sombre sur une image du cœur de Lina. Une cellule normale serait de couleur rose, et si elles sont de couleur sombre, ces cellules inflammatoires attaquent et détruisent les cellules du cœur. Il s'agirait donc bel et bien d'une véritable myocardite avec la présence d'une inflammation du cœur où le système immunitaire de l'organisme attaque le cœur. Adam lui aussi donnera une interview et il dira: quand j'ai trouvé Lina dans la salle de bain, c'était une chose à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Je ne le souhaiterais pas à mon pire ennemi. Je crois que Lina a joué un rôle important dans tout ce processus et qu'elle a veillé sur moi. En fin de compte, c'est le cœur de Lina qui m'a sauvé la vie. Pour conclure, je dirais une chose. Quand on connaît le système judiciaire américain, c'est pas étonnant de voir à quel point ils peuvent s'acharner sur certaines personnes quand elles sont dans leur collimateur. Alors imagine les Noirs et les Latinos, enfin surtout les Noirs. Pour ne citer qu'un exemple parmi tant d'autres, et je cite celui-ci parce qu'il est récent, le cas d'Anthony Broadwater, un homme noir de l'État de New York, accusé à tort d'un viol pour lequel il passera 16 ans derrière les barreaux. Je vais parler plus en détail de cette affaire sur ma chaîne Twitch. Je t'invite à nous rejoindre pour les directs qui ont lieu le mercredi à 18h et le dimanche à 11h. Pour information, je fais un petit montage que je poste après sur une chaîne YouTube secondaire, donc Minuit Replay, que je t'invite aussi à aller voir. Pour Twitch, il faut savoir qu'il n'y a pas besoin d'avoir un compte pour accéder aux directs, pour les regarder. Tu as juste à cliquer sur le lien pour te joindre à nous. Je te laisse ça en description et en commentaire épinglé. Donc sur Twitch, je parle d'affaires criminelles en format plus court et plus chill, entre guillemets. Et voilà, viens te joindre à nous. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est tout pour moi. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.